Et dans l'actualité des idées aujourd'hui, les comédiens sont-ils des gens normaux? Que se passe-t-il dans leur tête et dans leur corps quand ils jouent? On va en parler avec notre invitée, la comédienne Anouk Grimbert, auteure de Dans le cerveau des comédiens, publié chez Odile Jacob, un livre enquête pour lequel elle a cherché à comprendre, à savoir, en rencontrant des acteurs, des metteurs en scène, des scientifiques, ce qui se passe dans la tête des comédiens. Elle est à l'affiche aussi actuellement, ou plutôt la semaine prochaine, du film Tromperie d'Arnaud Desplechin, qui sera au cinéma donc le 29 décembre, film dans lequel elle joue l'épouse de l'écrivain, d'un Philippe Roth de fiction, interprété par Denis Podalides, qui était notre invité dans la Grande Table Culture aujourd'hui. Anouk Grimbert, bonjour. Bonjour. On retourne dans l'écran, dans Tromperie, le film d'Arnaud Desplechin, avec un extrait de la bande-annonce. À supposer que je meure et qu'un biographe tombe sur ton nom. Qu'est-ce que tu lui dirais? Il n'a pas écrit un seul de ses livres. Ils ont été écrits par toute une série de maîtresses. Et moi, j'ai écrit les 2 derniers. Et moi, si ça m'humiliait. C'est un jeu. Elle n'est que des mots. J'ai beau essayer, je suis pas capable de baiser des mots. Et je me fous de ce que les gens comprennent ou ne comprennent pas. Ou comprennent trop bien. C'est un jeu, elle n'est que des mots, on ne couche pas avec des mots, lui dit-il, après avoir été mystique, vous le racontez, tortue, tyran, folle, amoureuse. Arnaud Desplechin vous a demandé de vous glisser, Anouk Grimbert, dans la peau d'une épouse. Épouse légitime, certes, mais femme trompée. Et pour le coup, une partie de son cerveau semble disjonctée dans ce film. C'est une femme qui souffre, l'épouse que vous interprétez, c'est une femme qui est d'abord dévorée par la jalousie. Non, je dirais pas ça. En tout cas, puisque c'est moi qui l'ai joué, je n'ai pas eu l'impression d'entrer dans quelqu'un dévoré par la jalousie, mais plutôt par quelqu'un qui souffre. Enfin, comment dire, que son homme donne son corps à d'autres femmes, ça va, elle comprend. Par contre, qu'il lui donne plus accès à la vérité. Ça va pas. Ça, c'est comme si c'était le dernier érotisme, celui des mots, celui de tout ce qu'on peut partager en dehors des corps. Ça, il veut plus jouer avec elle. Et ça, c'est une souffrance. C'est-à-dire que du coup, leur histoire, leur mariage n'est plus que... il n'est pas triste, parce qu'il n'est pas vide, mais il n'est pas plein de ces jeux amoureux où on peut se dire même j'aime quelqu'un d'autre. Et je crois que c'est possible. Et de le vivre et de le lire. Oui, parce que c'est bouleversant pour elle aussi, très douloureux de se rendre compte qu'il y a beaucoup d'autres héroïnes au cœur de ses livres à lui à ce moment-là. Et d'ailleurs, on voit une autre de ses amies, peut-être ancienne maîtresse, jouée par Emmanuelle DeVos dans le film, à distance. Elle est malade, elle lui dit « Quand est-ce que j'aurai mon livre ?» Cette existence de papier pour cette femme ou pour ces femmes. Reste que l'épouse que vous jouez, Anouk Grimbert, dans ce film, elle pleure beaucoup. Comment vous faites pour pleurer? Alors, est-ce qu'on dit sur commande? C'est souvent ce qu'on dit à propos des comédiens. Comment vous faites pour pleurer devant la caméra? Mais je pourrais pas trop vous répondre. Ce que je sais, c'est que quand on a commencé à tourner, et Denis Podalides et Arnaud et moi, on a assuré la scène. On l'a joué avec habileté, sincérité. Mais Arnaud nous a dit c'est bien, mais il se passe rien. Il faut qu'il se passe des choses qu'on n'avait pas prévues. Il faut que vous ameniez des choses qui vous dépassent. Et alors on s'est tous divisés, chacun dans des espaces, on ne s'est plus parlé. Et pendant 2 heures, on est restés seuls. Et moi, je sais que pendant ces 2 heures, je ne sais pas bien comment ça marche, mais j'ai rameuté des vieux chagrins. Je ne pouvais pas rameuter des chagrins de jalousie parce que j'en ai pas. Il se trouve que je ne suis pas quelqu'un de jaloux. Si on me trompe, je comprends. Par contre, des abandons, le sentiment d'abandon, le sentiment d'avoir jamais été aimé autant que les autres, le sentiment de ne pas compter. Ouais, ça, c'est des choses que tout le monde connaît et que j'ai connues. Et c'est comme une écluse. On ouvre des portes, mais ça se fait à la fois avec notre conscience et à notre insu, mais il y a des portes qui s'ouvrent et des souvenirs qui s'engouffrent, des souvenirs qui peuvent être
liées à notre biographie, mais qui sont aussi liées à des choses qu'on a vues, croisées, senties chez les autres. Et on est comme une éponge gorgée d'émotions indicibles. Et c'est bien parce qu'elles sont indicibles qu'on peut les exprimer. Et le cerveau est un labyrinthe, hein. On l'imagine tel que vous le racontez, avec toutes ces portes aussi, portes cachées, portes fermées, portes solidement verrouillées, que le comédien va peut-être chercher à ouvrir. Avec l'expérience, on a le sentiment que vous apprenez aussi, et c'est une histoire de sensations, de ressentis, à mieux circuler dans ce labyrinthe des émotions, et à aller chercher les tiroirs à tirer pour pouvoir les faire sortir. Je dirais pas que c'est un labyrinthe, même si notre cerveau est vraiment très compliqué. Mais je crois, quand vous disiez au début de l'émission, est-ce qu'on est des gens comme les autres ? Bon, oui, évidemment, on est aussi perdu que les autres, on est peureux comme les autres, on est amoureux comme les autres, et tout ça. Par contre, il y a une chose, je crois, qu'on peut dire et qui, je crois, est vrai, c'est qu'on a un usage de nous-mêmes, une connaissance de nos couloirs, de nos portes qui n'ont pas de cadenas. On n'a pas peur de les ouvrir, y compris quand ce qu'il y a derrière la porte, c'est noir ou totalement inconnu à nous. C'est-à-dire, on commence une scène, on commence à jouer une scène, on ne sait vraiment pas ce qui va nous arriver. Et ce qui nous arrive, ça se passe au présent, et c'est dans le présent absolu qu'on partage avec un autre acteur, avec un metteur en scène, avec une équipe, avec un décor, avec des costumes. Tout ça nous sculpte une réalité psychique qui n'est pas la nôtre, c'est pas la mienne à nous. Moi, quand je réagissais à mon mari qui me trompait, il y avait un peu Anouk qui pilotait un peu, mais qui était pas mal piloté, et j'étais comme presque, oui, possédée, mais possédée par cette dame qui me visitait, cette épouse qui me visitait, et elle-même visitée par des émotions qu'elle ne connaissait pas. Denis Podalides, en homme à femme, séducteur, à l'écoute, écrivain, s'inspirant, vampirisant parfois pour sa prose, la vie de ses maîtresses. C'était une première pour lui, il nous le disait dans la première partie de la Grande Table, que son cerveau s'était quand même retrouvé aussi dopé par le plaisir d'incarner un personnage comme celui-ci, un homme séduisant, mais aussi un écrivain, chose qu'il a toujours rêvé être et qu'il est aussi par ailleurs, à côté de son métier d'acteur. Est-ce qu'il sentait qu'il a acquis une nouvelle légitimité? Est-ce qu'il lui a fallu apprendre à comprendre ce personnage de Philippe qu'il jouait, y compris dans sa relation aux femmes, pour pouvoir l'interpréter? Voilà ce qu'il nous disait. S'il joue avec quelque chose, avec les mots, peut-être. Il joue avec les mots. Il joue pas à être amoureux. Il l'est vraiment, je crois. Et les femmes qui viennent le voir, sont-elles amoureuses? C'est pas si évident non plus. Voilà, là il parle de Philippe, son personnage. Il ne joue pas à être amoureux, il l'est vraiment, je crois. Il dit ça d'un personnage de fiction. C'est intéressant parce que vous vous interrogez sur cette distinction entre le vrai et le faux aussi, Anouk Grimbert. Mais parce que on nous parle de personnages, et parce qu'il faut bien un mot pour parler des êtres de fiction qui sont au début que du papier. Mais nous, quand on joue, c'est des gens. C'est des gens autant que vous et moi. Donc quand il dit de son personnage, est-ce qu'il est amoureux vraiment et pour vous, c'est peut-être troublant parce que vous avez l'impression qu'il parle de quelqu'un. Mais oui, il parle de quelqu'un. Et il se trouve que ce quelqu'un est le mariage d'un personnage et de lui, Denis. Parce que le personnage qui joue, si ça n'avait pas été Denis, il n'aurait jamais été aussi doux, aussi tendre, aussi attentif, avec des yeux aussi intelligents. Mais ce que je pense, c'est que oui, il aime toutes les femmes qu'il approche. Et quand il aime une femme, il aime la femme et il aime ce qu'il pourra en faire plus tard, ce qui va devenir un livre. Mais nous autres, les acteurs, les
les écrivains, peut-être les peintres aussi, on est des curieuses bestioles, on pique aux gens, on n'est pas des voleurs, mais on est des... Ça me fait plutôt penser à Robin des Bois, on vole les richesses, et puis on les intériorise tellement qu'on ne sait plus que ça appartient à un tel ou un tel. Mais toutes ces femmes qu'il a aimées et qui ont été heureuses de se retrouver dans des livres, comme si elles n'avaient pas seulement vécu une vie, mais qu'elles en vivaient deux. C'est pas des femmes pillées ou prédatées, c'est des femmes qui ont été choyées. Regardez-moi, je joue dans un film en ce moment. Il me prend beaucoup de choses, le metteur en scène. Je les donne, mais il me les prend. Mais je suis heureuse d'être son élue. C'est le film de Louis Garrel dans lequel vous jouez actuellement et qui... Parlez-nous justement du personnage que vous êtes en train d'interpréter dans ce film, qui est inspiré, je crois, de la mère de Louis Garrel, qui était elle-même actrice aussi et réalisatrice. Alors elle, elle a vraiment sur le piano des émotions, elle est que dans les notes légères, aiguës, elle est joyeuse, elle est amoureuse à s'en déloquer la tête, amoureuse d'un prisonnier. Elle touche plus terre tellement elle est prise dans la joie, quoi. Et puis, il y a tout qui va s'effondrer à la fin. Et dans ce film-là, mon amoureux, c'est Roche Dizem, avec qui c'est absolument délicieux de jouer l'amour. Et on joue vraiment une histoire d'amour très importante. Et c'est très joli parce qu'on est très bon compagnon pour faire ça. Je peux dire, ça se fait sans aucune ambiguïté, et pourtant, c'est des sentiments très profonds, bouleversants, qui bouleversent même le corps. C'est ça aussi un acteur. Hein. On joue le chagrin, on est traversé par des chagrins. On joue l'amour, et on est... il faut s'éventer un peu après une scène, quoi. Voilà comment on se glisse aussi dans la peau d'une autre. Vous parliez de cette idée de construction, déconstruction, d'aller puiser dans le livre, dans le cerveau des comédiens, Anouk Grimbert, que vous signez aux éditions Odile Jacob. Vous montrez aussi que ça relève parfois le fait de rentrer dans un rôle, du travail du sculpteur. Il faut modeler, il faut forger aussi la mémoire du personnage chez les acteurs. Il faut déconstruire aussi des comportements qui ont été mémorisés pour essayer d'intégrer la mémoire d'un autre. Et c'est Peter Brook, le metteur en scène, qui vous le dit bien. Préparer un personnage est à l'opposé de la construction. Il s'agit de démolir, de retirer brique après brique tout ce qui, dans les muscles, les idées et les inhibitions de l'acteur, se dresse entre lui et le rôle, jusqu'à ce qu'un jour, en grande bouffée d'air, le personnage envahisse chacun de ses pores. Ce qui est sûr, c'est que les comédiens semblent avoir une mémoire hors du commun. Est-ce que c'est le cas ? On va écouter les mots du comédien-acteur Jacques Weber. Je crois que la mémoire, elle est élective. Je veux dire par là que, on sait tous que la mémoire, c'est un petit magnéto. Tout est enregistré, absolument tout, depuis l'an 0. Hein. Chez tout homme, tout est enregistré. Simplement, vous avez des choses qui font que tout d'un coup, tel texte va marquer, va impressionner cette bande et va ressurgir sans arrêt, d'une façon sûre et nette, quoi. Comme les souvenirs, d'ailleurs. Il y a des souvenirs, et c'est très bizarre, il y a des souvenirs qui reviennent très souvent, puis d'autres, au moment où ils reviennent, vous dites, mais comment se fait-il que je me rappelle de ça à ce moment-là ? C'est des milliards de petites connexions qui se font dans la tête, qui font que tout d'un coup, ça ressort. C'est une histoire de cœur, la mémoire, c'est pareil. Tout d'un coup, quelque chose est aimé et on le sait, on l'apprend très vite. Par contre, tout d'un coup, j'aurais un discours qui m'ennuierait beaucoup à apprendre, comme ça, de 2-3 pages, je mettrais un temps fou à l'apprendre. Jacques Weber, en 1980, il y a 40 ans déjà, sur cette double mémoire ou double capacité à mémoriser des comédiens. Il y a la mémoire des textes, qui est pas rien, parce que les scientifiques, les neuroscientifiques disent que de ce point de vue-là, on est des dinosaures. C'est-à-dire que les comédiens, les chanteurs d'opéra, c'est vrai qu'on ingurgite un nombre de pages par an c'est vrai, impressionnant. Alors à part ça, c'est justement intéressant, pardon, je vous interromps 2 secondes. Denis Podalides raconte dans son livre aussi, c'est pas du tout le même apprentissage du texte, c'est pas du tout la même mémoire entre le cinéma et le théâtre. Et c'est vrai, au théâtre, il faut
en amont mémoriser des pages et des pages de textes, là où au cinéma, les textes s'apprennent très rapidement dans peut-être une autre case du cerveau ou de la mémoire pour être joués dans la foulée. Et le lendemain, on réapprend un nouveau texte pour une nouvelle scène. Hein. Enfin, moi, sans doute parce que je fais du théâtre, un scénario, je l'apprends totalement comme une pièce de théâtre. J'apprends tout en amont, ce qui fait que quand je commence un film, j'ai toute l'histoire dans mon corps et dans mon esprit. Et après, je réapprends juste avant d'y aller. Mais ce qui est vrai, c'est que une des choses un peu contradictoires de ce métier, c'est que on apprend pour ne plus rien savoir. Parce que quand on arrive, et ça, que ce soit au théâtre ou au cinéma, il faut arriver à jouer un texte qui n'est pas de nous, quoi. Il faut arriver à le jouer comme s'il était de nous. Il faut arriver à le jouer comme si on l'improvisait, comme si on l'avait évidemment jamais répété, et comme si en fait, bizarrement, c'est très curieux. À quoi ça nous sert de répéter pendant des mois un geste, une parole, un mot? Ça nous sert à être de plus en plus dénudés, de plus en plus déconstruits, de moins en moins préparés, finalement. Et pourquoi on dit... D'où ça vient le mot « la présence » quand on dit il y a des gens qui ont de la présence et d'autres qui n'ont pas de la présence? En fait, c'est un métier qui est tout à fait bizarre. C'est tout à fait bizarre qu'on soit payé, qu'on paye des gens pour être au présent. Faut-il donc... Où sont donc les autres gens dans la vie pour qu'on en paye certains pour être au présent et pour représenter la vie qui nous échappe à tous dans la vraie vie, quoi. Après, il y a une autre chose qui touche à la mémoire, c'est comment on a la mémoire des émotions, parce que c'est pas le tout d'apprendre un texte, mais pendant qu'on l'apprend, il y a, de façon à la fois élaborée et extraordinairement naturelle, des émotions qui s'agrègent aux mots, qui nourrissent les mots, parce que si on dit les mots sans ramener de la vie, les mots, ils veulent rien dire. Et quand il y a un génie du corps, un génie où des émotions nous viennent, de l'inconscient s'en mêle, et c'est comme ça qu'on peut avoir l'air naturel. Avoir l'air naturel, c'est avoir l'air humain. Et pour qu'on ait l'air humain aussi humain que vous êtes humaine, il faut que les choses nous échappent. Il faut qu'on soit beaucoup plus inconscient que conscient. Il faut qu'on agisse en animal et pas comme quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Or, on a beaucoup réfléchi. D'ailleurs, vous le dites aussi, les comédiens souvent vont puiser dans cette palette d'émotions primaires, dans ce réservoir d'émotions, y compris à travers ces ressentis-là. Ça va leur permettre de jouer et d'être certaines émotions, ou de jouer certains rôles qui ne font pas du tout référence à des choses qu'ils ont déjà vécues, et de recréer de nouveaux souvenirs ou de nouvelles émotions. Vous disiez être là au présent. C'est intéressant parce que le comédien Grégory Gadebois, que vous avez rencontré dans votre enquête, Anouk Grimbert, vous dit que pour lui, c'est moins une question d'être là au présent que de trouver à travers son personnage un alibi pour entrer dans le monde aussi. Les gens dans la vie, vous dit-il, ils ont seulement le droit d'être eux, et encore pas tellement. Ils sont tous dans une bulle et ils regardent les choses à travers leur bulle. Les acteurs aussi, ils sont dans une bulle, mais c'est une bulle qui englobe toutes les bulles. Notre boulot, au fond, c'est d'entrer dans les bulles et regarder les bulles entre elles. Mais Grégory Gadebois, il est très passionnant parce qu'il, dans le livre, en tout cas dans ses entretiens, parce qu'il est... moi, je suis hantée, j'étais hantée tout le long de l'écriture par des questions qui tournent autour du vrai et du faux. Est-ce que jouer, c'est tricher, ou est-ce que jouer, c'est être vrai? Est-ce que les émotions qu'on joue sont vraies, ou est-ce qu'elles sont feintes? Est-ce que bon. Et lui, c'est très joli parce que il dit mais non, un acteur, c'est qu'un menteur. Et puis l'instant d'après, il dit bien sûr que ce qu'on joue, c'est vrai. Et puis il repart, il redit, mais
Si tu mets un canapé en vrai cuir sur une scène, il va avoir l'air d'une chose toc, alors que si tu mets du sky, ça aura l'air vrai. Et il me disait à moi, toi, Anouk, quand tu mens, c'est le moment où tu es le plus efficace, où tu es le plus vrai. Mais en fait, on ne peut pas départager le vrai du faux. C'est inséparable. Mais ce qui est certain, dont j'avais l'intuition avant d'écrire et qui a été tellement confirmé par la neuroscience, c'est que le jeu a des racines beaucoup plus profondes que ce qu'on pourrait s'imaginer, ce que même Diderot avait écrit dans son fameux paradoxe, quoi. Et que, en fait, quasiment tout ce qu'on joue a des racines profondes en nous, profondes jusque, et ça va même nicher jusque dans le reptile, ce qu'on appelle le cerveau reptilien. Ça va toucher à des endroits en nous qui datent de 400 millions d'années et qui ne sont pas au courant que la culture, ça existe sur la Terre. Une grande partie de ce que le cerveau et le corps mobilisent n'est pas du jeu. Et ce qui est très beau dans le jeu, c'est qu'il y a c'est pas du jeu J-E-U. Mais c'est pas un peu du jeu J-E. C'est du jeu, ouais. J-E-U, mais tout n'est pas fin. Et quand vous disiez est-ce que c'est du jeu, il y a du jeu, oui. C'est-à-dire que si j'étais pas là pour jouer, je pourrais pas nourrir cette personne-là qui a besoin de moi. Mais en même temps, je suis là et en même temps, je disparais. Je sais pas. Peut-être ça fait penser à une main qu'on met dans un gant. La main habite le gant, mais on voit pas la main. Et parfois aussi, on peut se blesser la main en jouant pour de vrai. Quand on est en train, comme Leonardo DiCaprio, de jouer une scène dans Django Unchained et que, en tapant sur la table, la blessure se fait pour de vrai. Alors, petit malin, t'es assez futé, je suis bien obligé de l'admettre. Mais si je prenais ce marteau et avec que je te défonçais le crâne, tu aurais les 3 mêmes petites bosses. Hey! Now lay your palms flat on that tabletop! If you lift those palms off that turtle shell tabletop, si vous levez la paume de la main de cette table en écailles de tortue, Monsieur Bush fera cracher les 2 canons de son fusicier. A lot of lies said around this dinner table here tonight, but that you can't believe. Il y a eu un paquet de bobards qui ont été racontés autour de cette table ce soir. Mais sur ce point, vous pouvez me croire. Would you be so kind as to collect the pistol hanging off these boys' hips here? Monsieur Mogli, auriez-vous l'amabilité de ramasser les armes que ces garçons portent au ceinturon? Thank you ever so much. Alors, l'histoire, elle a été racontée par l'acteur lui-même. À ce moment-là, il se blesse réellement dans cette scène où il tape fort et il continue à jouer cette scène, comme s'il était insensible à la douleur. Est-ce que Possédé. Dans la peau d'un autre. Ouais. Et pourtant, sa propre peau à lui est marquée, blessée. Ouais, mais on peut avoir 42 fièvres et jouer et n'avoir plus la fièvre. Alors ça, c'est quoi? C'est de la dopamine, de l'adrénaline? Qu'est-ce qui se joue? Je ne sais pas très bien. C'est comme si... Bon, il y a quelque chose qui doit avoir avec des circuits, ce qu'on appelle les circuits de récompense. Il y a à voir avec le désir de jouer et l'envie de vivre, parce que le jouer, c'est de l'envie de vivre. Et puis, après, qu'est-ce qui fait que un corps malade en coulisses entre en scène et n'a plus de fièvre et ressort en coulisses et la fièvre le reprend, quoi. Je sais pas, on dirait que le cerveau est notre copain et qui va nous donner les forces pour faire ce qu'on a à faire. De la même manière qu'on peut aller, par exemple, aller très très bien en coulisses, soit, et passer le rideau et être effondré dans un drame et être vraiment
de passer par des tumultes émotionnels importants. Mais vous voyez, par rapport à ce que vous avez, l'extrait que vous avez passé sur les mains qu'on se coupe, moi je suis plutôt étonnée par la santé qu'on a dans notre métier, parce qu'on ne fait que jouer des drames, on fait que ça. Dans les comédies, les tragédies, tout ce que vivent les personnages, c'est que des gens qui se battent entre eux pour survivre. Compte tenu de tout ce qu'on traverse et de tout ce qui nous traverse, je trouve qu'on va plutôt vachement bien, quoi. Dans le vrai, dans la vraie vie. Mais par exemple, cette nuit, moi, je tournais à Lyon un film où on m'a demandé d'avoir un énorme chagrin. Paf, tac, soudain. Et un chagrin, c'était même plus difficile que de jouer le chagrin, puisqu'il me disait, joue ce qui se passe après l'énorme chagrin, quand la crise est passée et qu'on est épuisé de calme. Bon, dis donc, vas-y, roule ma poule, quoi. Et on l'a fait 5 fois. Donc, il faut aller, comme il y a des gens qui vont forer le pétrole, nous, on va forer des vieux débris de chagrin qu'on transforme pour en faire, si possible, quelque chose d'artistique. Et après, je suis allée, la nuit de travail s'est arrêtée. Vers 3h du matin, je suis rentrée chez moi et j'ai vomi pendant 2 heures. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas une affaire de nourriture. Mais vous le dites sur cette distinction, entre le vrai et le faux. Vous dites, par exemple, pour le théâtre, et ça vaut peut-être aussi pour le tournage, c'est que cet espace-là, cet espace du faux, est rassurant parce qu'il permet d'exprimer des choses probablement vraies, mais on est protégé par le faux. Quand on en ressort, on n'est plus du tout protégé. Quand vous avez choisi d'aller voir aussi des neurologues comme Laurent Cohen, des neuroscientifiques comme Lionel Nakache, des psychiatres comme Roland Jouvin, vous avez cherché quoi? Quelle question? Quelle était vraiment pour vous cette petite chose que vous ne parveniez pas à saisir et qui était la clé du mystère? C'était, quand vous dites la petite chose que je cherchais, il y en avait une myriade. Mais qui entraînait peut-être toutes les autres en cascade. Ouais. Vous l'avez trouvée ou pas, cette chose? Oui, je crois. Ouais. Pourquoi je suis allée les voir? Parce que ça fait des années et des années que je me demandais ce qui se passait dans nos têtes quand on joue à la comédie. Ça fait aussi des années que je me demande pourquoi les gens sont comme ils sont dans la vie. Ça m'intéresse, les gens. Mais les rois de la tête, c'est les neuroscientifiques. Il n'y a pas de gens qui travaillent au plus près de nos mécanismes cérébraux et puis alors j'avais déjà lu les ouvrages de certains qui m'avaient complètement fascinée, mais aucun d'eux ne parlait du jeu, et je suis allée les voir timidement au début, mais avec ma besace remplie de questions d'enfants, des questions d'enfants et d'adultes, où je leur disais, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive? Alors, je voudrais qu'on termine avec les mots de Lionel Nakache, que vous avez rencontré, qui est aussi l'auteur d'un livre. Il a réfléchi à ce cinéma intérieur qu'on se fait beaucoup dans nos têtes. Il est interrogé dans Le cerveau des comédiens, votre livre, Anouk Grimbert, sur la question du dédoublement. C'est vrai qu'on parle toujours de schizophrénie chez les acteurs. On emploie un terme probablement faux, mais cette idée du dédoublement, de la schizophrénie maîtrisée, on l'écoute. Cette question du double, elle m'intéresse beaucoup. Peut-être qu'une des raisons pour laquelle ce thème du double et de la dualité est si profondément ancré aussi chez les comédiens et aussi chez les spectateurs que nous sommes, c'est qu'en fait, il y a déjà une forme de dualité entre, si on veut appeler comme ça, la réalité objective du monde, ce qu'il y a autour de nous, et ce que nous en percevons. Ce qui se passe là, c'est déjà en nous une sorte de dualité, c'est-à-dire qu'on a une sorte d'interprétation permanente, en fait, de ce qui nous arrive, et que ce dont nous prenons conscience, c'est un objet très construit, un objet très interprété. Il y a déjà une forme de jeu, on pourrait dire, de la subjectivité avec ce que l'on reçoit. Et de ce point de vue-là, c'est cette histoire du double et de cette dualité. Je trouvais ça intéressant d'explorer ça avec Anouk, avec les femmes et les hommes de l'art du comédien, non pas comme les voyant comme des sortes je sais pas moi, d'une espèce surnaturelle, je crois pas du tout, mais qui puissent tirer des fils de quelque chose qui ressort de la condition humaine, qui se joue chez chacun d'entre nous, mais qui va être pensé, analysé et travaillé d'une manière experte, mais qui parle à tous.
Voilà, Lionel Nakache, avec vous à la Maison de la Poésie, Anouk Grimbert, pour parler de ce qui se passe dans le cerveau des comédiens. Clin d'œil aux spectateurs, parce qu'on a parlé des acteurs. Mais est-ce que ce dédoublement est contagieux? Est-ce que ce qui se passe dans le cerveau du spectateur quand les lumières s'éteignent dans la salle est proche de ce qui se joue dans le cerveau du comédien? Ben oui, dans le livre, j'ai voulu m'intéresser à ce qui se passait en effet dans la tête des gens qui viennent s'asseoir dans les salles noires, et je me suis demandé mais qu'est-ce qu'ils viennent chercher là, et qu'est-ce qui leur arrive quand le spectacle est bon, qu'est-ce qui leur arrive, est-ce que c'est une sortie culturelle ou est-ce que ça va plus loin que ça? Et ben ouais, ça va plus loin que ça, c'est-à-dire que on sait maintenant scientifiquement, on sait que un spectateur qui rêvasse à une histoire dans laquelle il se projette, et son cerveau va vivre plus intensément cette histoire que quand son cerveau vit sa propre vie. On sait aussi que un cerveau qui imagine, et un cerveau qui assiste à un spectacle, c'est un cerveau qui imagine. Eh ben, on sait qu'un cerveau qui imagine est un cerveau qui vit ce qu'il imagine. Ça veut dire, j'imagine que je suis amoureux, et ben j'ai des sentiments d'amour vraiment me soulèvent de moi. Ou si c'est le chagrin, ou si c'est une tragédie, tout ça traverse les gens. Et ce qui est aussi très magnifique, incroyable, c'est que ça les traverse de façon synchrone. Les scientifiques ont pu mesurer la synchronie des cerveaux, mais dans des strates extraordinairement profondes. Tout est parti d'une réflexion autour de la fragmentation du jeu, et vous y avez trouvé des réponses. Elles sont dans ce livre, dans le cerveau des comédiens, Anouk Grimbert chez Odile Jacob. Une très très belle réflexion sur le métier d'acteur aussi, sur ce vécu. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci à vous. En ce jeudi 23 décembre. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table pour cette première partie de saison. Merci à Oriane Delacroix pour la Grande Table Culture aujourd'hui, Lucas Prodroni à la programmation, Laura Dutèche-Pérez à la coordination préparation, avec Chouchane Djergaïan aujourd'hui. Chapeau à Osana Chauvin et Marie Fraboulet pour toute l'aide qu'elles nous ont apportée depuis le mois de septembre. Thomas Beau est à la réalisation aujourd'hui avec Dali. Il y a lundi, Mélisse Bessery sera au micro de la Grande Table. C'est le temps des fêtes. Moi, je vous retrouve le 3 janvier en pleine forme, j'espère. On garde le sourire, on se tient chaud et on se dit à bientôt.